Bonjour. Effectivement, j'étais donc commandant de bord. J'ai commandé des paquebots pendant 16 ans et 6 fois donc j'ai eu le plaisir de faire le tour du Cap Horn. En tant que commandant, hélas, j'ai fait 9 voyages en tout sur la Patagonie. Alors je vais vous parler donc de cette Patagonie, pour essayer de vous présenter un petit peu euh, les centres d'intérêt. Il va y avoir 2 croisières bien distinctes ici où ce n'est uniquement que du maritime. Et à la fin, je vous parlerai d'une autre croisière qui va mêler du maritime et du terrestre. Alors donc, nous voyons le côté mer. Je vous situe juste la Patagonie pour bien voir de quoi nous parlons. Donc vous avez Buenos Aires ici, Santiago du Chili, avec San Antonio qui est juste à côté, le port d'embarquement, c'est à côté de Valparaiso. Et donc la Patagonie, vous voyez, donc c'est toute cette partie marron foncé. Alors c'est cette partie-là le long de laquelle nous allons naviguer, et avec en prime un petit voyage, un petit passage aux îles Malouines. Je vais revenir dessus. Alors je parle beaucoup des îles Malouines puisque je suis moi-même de Saint-Malo. Donc avec toute l'histoire qui va, on ne va pas faire la conférence sur les Malouines aujourd'hui, mais je vais vous en toucher quand même 2 mots. Donc vous avez des pré-croisières et des post-croisières. Alors la pré-croisière, vous partez avant la croisière avec un accompagnateur. Vous allez ensemble à l'île de Pâques, et au bout de ces 4 jours, nous donnons tous rendez-vous. Eh bien, ça va être à Santiago du Chili. Nous nous retrouvons et là, vous rejoignez la croisière, traditionnelle. Si vous en voulez un petit peu plus, eh bien, nous vous proposons la post-croisière à Iguassou, les chutes d'Iguassou, je vais vous en reparler tout à l'heure. Pareil, le même principe, vous partez juste à la fin de la croisière ici maritime et accompagné par un guide, et vous restez 3-4 jours, pareil, en hôtel avec les déplacements. Tout est organisé, hôtel, restaurant et visite de ces lieux emblématiques. Donc l'île de Pâques, vous connaissez tous, vous avez tous vu ces photos. Alors encore une fois, pendant 3 jours sur place, les nuits à l'hôtel, etc. Donc là, vous aurez des guides bien spécifiques qui vont vous parler des dernières découvertes sur la civilisation, de l'île de Pâques, puisqu'il y a eu beaucoup de choses de dites, il y a eu tout et son contraire. Maintenant, il y a des choses qui commencent à faire un petit peu autorité. Alors, nous arrivons à Santiago du Chili, donc installation à l'hôtel. Le lendemain, visite de la ville avec un guide francophone. Alors, si jamais le français n'était pas terrible, parce que le français, on n'en trouve pas partout dans le monde, mais en général, oui, nous avons des guides francophones, mais autrement, vous aurez déjà vos accompagnateurs avec vous, pour des questions complémentaires ou quoi que ce soit. Ensuite, après les nuits à l'hôtel, transfert à San Antonio et embarquement à bord de l'Amsterdam. Alors, l'Amsterdam, un bateau de la compagnie Holland America Line, alors il peut paraître gros, mais je vais revenir dessus. Donc délivré, lancé en 2002, délivré en 2003, donc ça reste un bateau encore, relativement jeune. Et qu'est-ce qui fait la jeunesse d'un bateau comme des voitures? C'est l'entretien que l'on y fait. Ce sont des bateaux très très bien entretenus, donc vous voyez, de longueur 285 mètres, des propulsions avec des azipodes, qui permettent vraiment au navire de tourner sur place. Donc ça permet de faire des manœuvres dans des fjords, dans des ports, etc., que d'autres navires ne pourraient pas faire. Donc ce sont des navires vraiment spécifiquement étudiés pour ce genre de croisière dans les fjords, malgré la longueur. Alors vous avez, je vous ai mis 1964 passagers pour un peu plus de 800 membres d'équipage. Alors il faut savoir que malgré ce qui peut paraître énorme, mais il y a des
il y a des gens au cours des croisières qui arrivent parfaitement à s'isoler. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le flot ou dans la foule. Alors là, je vous ai montré donc des salons, des petits salons. Vous avez ici le théâtre là-bas. Vous avez des salles de conférence qui vont être dédiées à notre croisière, dédiées à nous. Donc ça nous permet vraiment d'être entre nous et de vraiment focaliser sur la croisière. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que oui, il y a des conférences, mais les conférenciers sont parmi vous, dans la vie de tous les jours ou dans les excursions, comme tous les membres accompagnateurs. De toute façon, je suis sûr que vous avez déjà fait pas mal de croisières, donc vous savez comment... Excusez-moi, mais dans les 1900 passagers, il y a donc d'autres qui appartiennent à d'autres... Oui, alors justement, sur les 1900 passagers, le voyage dernier, nous étions 90 de voyage d'exception. Donc, nous avons soit des locaux qui nous sont réservés, où nous pouvons nous retrouver au cours des conférences. Nous avons des tables au restaurant qui sont réservées pour le groupe. Et vous allez voir qu'une fois à bord, eh bien, nous prenons très vite nos habitudes. Et après, c'est selon les connexions entre les uns et les autres. Vous avez des gens qui se donnent rendez-vous ici, rendez-vous là. Mais de toute façon, vous avez tous les jours, vous avez ce que nous appelons le journal de bord, qui va vous donner les indications, qui va vous donner les différentes heures de rendez-vous, puisqu'il y a même un bureau qui est tenu, une espèce de permanence, qui est tenu si vous avez quelques problèmes que ce soit, pour justement faire le lien entre vous et le bureau de la réception, enfin tout ce qui est administratif, etc. Donc, encore une fois, nous, les 90 passagers, nous sommes à l'écart des 1810 autres passagers. Il y a d'autres Français, des Canadiens, d'autres francophones, mais c'est majoritairement des Américains, des Anglais, etc., d'autres des Espagnols ou autres nationalités. Mais nous pouvons vraiment être entre nous. Ça, c'est important. Et même si parmi les 90 que nous sommes, eh bien, vous avez envie parce que vous avez envie de passer plus de temps sur les ponts extérieurs parce que vous êtes plus orienté nature que d'autres, c'est votre choix. Et vous avez un quota maximum, vous parlez de 90 personnes. Est-ce que c'est un quota que vous vous donnez je pense que Caroline pourrait répondre, mais s'il y a 120 personnes qui souhaitent faire la croisière, nous en serions ravis. Non, parce que nous avons fait cette croisière des fois, oui, la dernière c'était 90, mais j'ai vu des fois plus et des fois moins. Donc c'est vous qui en faites le... voilà. Alors, je vais revenir sur toutes ces questions. Je vais dérouler et puis après nous allons prendre... Alors vous voyez, les salles de sport, moi je suis très sport. Alors je passe beaucoup de temps dans la salle de sport. Vous n'êtes pas obligé d'aller au spectacle, vous n'êtes pas obligé d'aller au casino, vous n'êtes pas... vous avez le spa, la piscine, vous pouvez passer beaucoup de temps dans n'importe quel espace. Vous n'avez pas envie d'aller manger au restaurant, vous préférez aller au buffet parce que c'est moins formel, et puis même au niveau du temps, comme ça vous mangez comme vous voulez, quand vous voulez, et ce que vous voulez. Et puis après, vous pouvez aller vous promener sur les ponts, aller à la piscine, aller au spa, aller à la salle de... C'est vraiment libre. Donc ça, c'est important. C'est ce que je voulais vous insister dessus. C'est que 1900 passagers et un gros bateau, oui, ça peut impressionner. Mais même à Paris, moi, je peux trouver des petits coins super tranquilles où je ne verrai personne. C'est pareil sur un bateau. Alors évidemment,
nous avons vu, nous faisons tout cela en navigation. Donc nous partons de San Antonio, qui se trouve en dessous de Valparaiso, et nous allons aller à Puerto Montt. Alors Puerto Montt, vous avez vu la carte tout à l'heure que je vous ai montrée, c'est notre entrée, je vais dire, officielle dans la Patagonie. Alors nous commençons à être en Patagonie. Alors je vous invite bien évidemment, les appareils photo, mais les jumelles. Et pareil, nous parlions des moments où nous pouvons nous échapper du reste de la foule. Vous verrez des oiseaux, vous verrez des baleines, nous allons voir tout ce que nous pouvons voir si vous êtes sur les ponts extérieurs. Et donc les ponts extérieurs, il y en a plein, il y a plein d'étages, je vais revenir là-dessus. Donc un voyage comme ça, il faut être dehors. Et là, vous allez voir plein de choses. Alors Puerto Montt, donc c'est notre arrivée en Patagonie, donc nous serons au mouillage, c'est-à-dire que le navire jette l'ancre, poum, dans l'eau, et puis il est amarré au fond. Et donc il ne partira plus. Et là, pour aller à terre, eh bien, il y a un service de navette, des embarcations, on appelle ça des tenders aussi, qui vont vous emmener du navire au port. Et sur le port, tout est organisé pour justement aller faire ces excursions. Comme celle-ci par exemple. Alors ça, c'est une excursion qui est incluse dans le forfait découverte. Vous avez dû voir sur les brochures, vous le verrez, on vous expliquera. Donc vous avez 5 excursions dans le forfait proposé par Voyage d'Exception, dont celle-ci. Donc ça vous emmène au pied du volcan Orsono, ici, qui est toujours actif. Puis ensuite, vous allez dans la ville des Roses, ici. Et puis là, vous avez donc les cascades de Péruché. Alors, vous avez ici Puerto Montt. Donc, vous voyez, nous allons faire tout ceci en bus, avec repas, repas du midi, déjeuner inclus. Donc, c'est une excursion qui dure 7h30. Donc ça vous permet de voir un petit peu quand même, un petit peu d'intérieur de la Patagonie. Alors évidemment, quand nous parlons de Patagonie, eh bien nous parlons des glaciers, nous parlons des volcans. Eh bien voilà un volcan. Voilà votre premier volcan. Ensuite de Puerto Montt à Puerto Chacabuco, alors là nous rentrons pareil dans le vif du sujet, puisque nous étions à Puerto Montt ici, et nous descendons déjà dans les fjords pour aller à Puerto Chacabuco. Alors Puerto Chacabuco, c'est une autre porte d'entrée sur la Patagonie, puisque c'est de Puerto Chacabuco qui vous permet d'aller à Coyhaique, puis qui vous permet d'aller après visiter tout l'intérieur. Alors dans la nuit, vous voyez que ici nous sommes complètement à l'abri, donc pas de mal de mer, pas de choses comme ça. Alors c'est une question qu'on me pose souvent sur le mal de mer. Eh bien, je dirais chacun a son mal de mer. Il n'y a pas de remède miracle, je n'en connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Depuis maintenant 51 ans que je vais en mer, eh bien chacun a son mal de mer. Et ces bateaux-là sont quand même très bien équipés, puisqu'ils ont des stabilisateurs qui vont les empêcher de rouler. Alors Puerto Chacabuco, vous voyez, un tout petit port, donc vraiment au fin fond d'un fjord. Et de là, eh bien, vous partirez. Donc pareil, cette excursion est dans le forfait, forfait découverte, donc une excursion de 5h45 qui va vous mener de Coyhaique, que nous avons vu tout à l'heure, au travers de panoramas, donc des vallées, des cascades, etc. Donc là, vous avez cette Patagonie. Nous n'allons pas tarder à voir vraiment ce qui nous intéresse, ce sont les grands monts, là, les grandes montagnes déchiquetées avec les glaciers. Mais ça, c'est l'entrée en Patagonie. Alors de Puerto Chacabuco, où nous étions à Punta Arenas, je pense que tout le monde a entendu parler au moins de Punta Arenas. Donc voici, ça va nous prendre, donc nous allons faire 2 jours de navigation. Alors ici, vous avez une partie qui va être en mer, mais là, quand nous partons de Puerto Chacabuco, déjà vous avez à l'intérieur, vous avez beaucoup de choses à voir, comme ici. Ça, c'est sur le passage Darwin. Il y a plein de lions de mer, des baleines, vous avez des orques, vous avez toutes sortes d'oiseaux. Vous avez donc, encore une fois, allez sur les ponts extérieurs, c'est là que se trouve le spectacle.
Alors donc, les fjords intérieurs, là une superbe navigation à effectuer. Alors il y a une partie que nous ferons de nuit. Donc nous rentrons dans la nuit dans le fameux détroit de Magellan. Alors le détroit de Magellan, il fait toute cette partie ici. Nous n'en ferons qu'une partie, mais une très bonne partie déjà. Alors évidemment, je vous parle de Magellan, je ne vais pas vous en faire une conférence maintenant, sinon nous y sommes encore là ce soir. Mais à bord, les thèmes des conférences sont vraiment liés à la destination. On vous parlera de Magellan, on vous parlera des îles Malouines, on vous parlera du Cap Horn, on vous parlera de plein de choses. On vous parlera de la situation en Amérique latine, des interférences entre, vous m'avez parlé du Chili, et donc le voisin, l'Argentine. Comment se sont passées les indépendances de tous ces pays. Donc tout ce dont je vous parle, tout cela s'est enrichi par justement ces conférences. Alors nous sommes toujours de Puerto Chacabuco à Punta Arenas. Donc vous voyez là, je vous ai mis sur cette partie-là notamment, vous voyez le genre de paysage que vous pouvez rencontrer. Alors le bateau, il était gros, 285 mètres de long, mais vous voyez que ça passe. On ne vous demandera pas de rentrer les épaules et rentrer les coudes, ça passe. Bon, un bateau comme ça, il y a à peine 8 mètres de tirant d'eau. Dans certaines parties du détroit de Magellan, vous avez jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et dans la partie ici à l'est, vous avez une vingtaine, trentaine de mètres. Donc il y a de l'eau jusqu'au fond, donc ça va. Et oui, voilà, alors nous vous parlerons de tout cela, évidemment. Vous imaginez, il y a eu beaucoup de naufrages dans ces régions, puisque les conditions tant de courant sont extrêmes que de vent. Nous avons ces fameux vents catabatiques, les willy woes, des masses d'air froides qui tombent brusquement sur la mer et qui vous génèrent des vents de 200 km/h, d'un coup, sans prévenir. Mais ça, c'était en 1962, si mes souvenirs sont bons. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'on oublie les conditions climatiques, mais maintenant, les navires font face à tous ces phénomènes. Donc là, ce sont, je dirais, des témoins du passé, qui nous permettront de vous raconter justement l'histoire des traversées du détroit de Magellan, puisque jusqu'en 1620, il n'y avait que ce passage. Alors, toujours Puerto Chacabuco à Punta Arenas, vous avez ici le Cap Froward. Alors, le Cap Froward, c'est la pointe continentale la plus sud des Amériques. Après, ce ne sont que des îles. Alors, vous pouvez voir un petit peu le côté austère que ça peut représenter. Le détroit de Magellan, c'est vrai que si c'est aussi riche d'histoire, il y a bien une raison. Mais encore une fois, nous sur nos paquebots, je suis encore là pour vous en parler. Donc, vraiment en toute confiance. Alors Punta Arenas, un port créé initialement par les Espagnols, là où se trouvaient déjà des populations indigènes, puisqu'il y avait des autochtones, peuplaient cette région depuis plus de 10 000 ans. Jusqu'à l'arrivée des Européens, ils vivaient parfaitement aussi bien dans cette partie-là que dans la partie terre de feu, ici. Donc tout cela vous sera expliqué, les origines, les difficultés. Et donc dans Punta Arenas, au début, les Espagnols ont bien tenté de s'implanter à l'entrée du détroit, puis ensuite ils ont essayé de s'implanter un petit peu plus bas, et pas de chance pour eux. Ils sont partis avec 3000 hommes en 1582, donc ils essayent d'établir une colonie espagnole, et puis 2 ans plus tard, Cavendish arrive, l'explorateur anglais, il arrive et il ne trouve que 18 survivants. C'est vous dire les conditions de vie dans ce détroit, qui pourtant était essentiel pour pouvoir aller donc de l'Atlantique au Pacifique. Donc tout cela, ça va vous être raconté. Nous vous parlerons, allez, je vous remets une petite couche sur Saint-Malo, puisque beaucoup de Malouins ont navigué ici, tels Gouin de Beauchesne, Danican et d'autres Français comme Bougainville, qui a passé pas mal de temps à explorer ce détroit.
détroit. Nous parlerons de l'histoire des Malouines tout à l'heure. Et donc, évidemment, beaucoup d'explorateurs européens qui sont venus. Et donc, pour la petite histoire, Jean Charcot s'est arrêté à Punta Arenas et il y a une plaque qui commémore son passage. Donc, aujourd'hui, Punta Arenas reste la station-service, l'aire d'autoroute du détroit de Magellan. Alors, nous nous arrêtons à Punta Arenas, donc le centre de la ville, ici. Alors, en général, le navire est à l'ancre. Comme celui-ci. Vous avez juste un seul quai ici, mais comme il est souvent très encombré, eh bien, les navires de croisière restent au large. Et pareil, système de navette pour débarquer. Alors, nous avons une excursion, mais qui est hors forfait. Elle ne fait pas partie des 5 dont je vous ai parlé. C'est une excursion vers l'île de la Magdalena, une île à côté de Punta Arenas, qui est dans le détroit, sur laquelle eh bien, nous pouvons observer. Alors nous y allons avec un bateau rapide, vous voyez, et nous sommes toujours à l'intérieur des eaux, puisque nous sommes vraiment dans le détroit de Magellan, et donc nous allons voir de très près même les lions de mer, les éléphants de mer et les manchots de Magellan. Alors ensuite de Punta Arenas à Ushuaia, donc vous voyez la distance, quand nous débarquons d'une croisière, nous devons être plus fatigués que lorsque nous l'avons commencé. Il ne faut pas dormir, il faut passer votre temps dehors, et là vous allez voir plein de choses. Nous passons à côté du Cap Froward, nous sommes dans les fjords, nous sortons un petit peu dans le Pacifique pour re-rentrer. Alors ici c'était donc le détroit de Magellan, et nous allons rentrer dans le canal de Beagle. Et nous allons prendre le bras nord, ici, du détroit de Beagle, et très tôt le matin, nous passons devant les glaciers. Nous passons devant ce que nous appelons l'avenue des glaciers. Je vous en ai mis quelques-uns là-bas. Voilà devant quoi vous passez. Alors encore une fois, vous aurez du monde à bord, des conférenciers, des accompagnateurs qui vous parleront de ces glaciers. Alors voici donc l'arrivée à Ushuaia, donc nous voyons le chemin. Voilà, c'est un port, on va dire, le plus sud, c'est la ville qui se réclame comme étant la plus sud au monde, mais de ce port vont partir toutes les expéditions vers l'Antarctique, ou alors qui vont aller plus profondément dans les fjords, comme je vais vous parler tout à l'heure. Et là, vous allez aller vraiment au pied des glaciers. Alors, Ushuaia, la grande activité aujourd'hui, c'est ça, c'est le tourisme, et puis c'est cette fonction de station-service, garage, tout ce que vous voulez, sur la route de l'Antarctique, et également pour tous ceux qui désirent explorer toute cette partie-là, cette partie Patagonie, glacier, etc. Donc beaucoup de randonnées, Ushuaia est une station de sport d'hiver également, il faut le savoir. Donc, une ville créée en 1884 pour y établir un bagne à l'origine. Alors, il y a une chose très intéressante à faire, eh bien, c'est le musée maritime qui se trouve dans ce bagne et qui se trouve à même pas 5 minutes à pied du navire. Et alors là, c'est une richesse. Vous avez toutes les explorations sur l'Antarctique, notamment, qui vous sont expliquées. Lorsque vous allez arriver à Santiago du Chili, vous allez avoir chaud. Vous allez avoir chaud, c'est l'été. Santiago du Chili, vous allez avoir peut-être 25-30 degrés. Par contre, en bas, même si c'est l'été, les températures chutent. Donc, dans ce type de voyage, il faut être équipé pour le chaud et pour le frais. La pluie, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas. Déjà ici, nous avons du mal à le prévoir chez nous. Alors imaginez là-bas, dans la même journée, vous pouvez avoir les 4 saisons. Alors les températures peuvent être fraîches, surtout lorsque l'on s'approche des glaciers ou lorsque vous avez un vent katabatique qui arrive ou lorsque vous avez la vitesse du navire aussi qui y fait, parce que lui, il avance. C'est comme si vous mettiez la tête en dehors de la voiture. Donc vous avez, c'est très très aéré. Donc il faut prévoir
les vêtements, il faut prévoir les chaussures pour marcher, hein, chaussures de marche, etc. Vous avez des excursions. Bon, ce ne sont pas des excursions où on va vous demander crampons et piolets, mais il faut quand même des bonnes chaussures, des bonnes chaussures de marche. Alors, excursion, donc dans le forfait découverte, excursion du Ushuaia, durée 2h30. Donc nous allons autour des îles, alors vous avez le phare Les Éclaireurs, hein, qui balise l'entrée de la baie d'Ushuaia, et sur ces rochers, eh bien, vous voyez, pareil, lions de mer, éléphants de mer, vous avez des colonies de fous-de-bassin, vous avez plein d'oiseaux, alors bien évidemment, il y a des albatros. Hein, nous sommes dans le Grand Sud. Albatros, goéland du Cap, etc. Et Ushuaia a ça de particulier, c'est que quand vous vous promenez sur le port, vous pouvez voir beaucoup d'oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs. Hein, alors ils appellent ça des ouettes. Hein, des ouettes, alors il y en a toutes les sortes. Hein, donc pareil, appareil photo, jumelles, etc. Et voici le fameux musée maritime, hein, le Bagne. Hein. Alors maintenant, nous pouvons y aller sans crainte d'y rester avec les fers aux pieds. Hein. Mais c'est à visiter, hein, c'est un plus. Alors ce qui est intéressant à Ushuaia, c'est que l'excursion ne dure que 2h30, ce qui vous laisse grandement de temps, assez pour visiter la ville. Hein. Il n'y a pas grand-chose à voir. Eh bien, moi je vous avouerai que j'aime beaucoup aller à Ushuaia parce que c'est dépaysant. Alors, c'est des paysans, et si nous voyageons, ben, c'est pour chercher un peu de dépaysement. Et là, vous êtes... ouais. Alors, ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup Ushuaia, c'est qu'on trouve beaucoup de livres, beaucoup de cartes, hein, beaucoup de renseignements sur... vous pouvez vous arrêter à Ushuaia, là vous aurez beaucoup plus de choix qu'à Punta Arenas, vous aurez beaucoup plus de choix pour, notamment, ce que je recommande, c'est d'acheter ces petits dépliants où vous avez toute la faune, la flore, les animaux marins, etc. Et ce qui vous permet après, en continuant votre navigation, eh bien, de savoir qu'est-ce que vous voyez. Alors vous avez, c'est vrai que la ville, bah, c'est un peu, ça me fait penser à certaines villes de l'Alaska, hein, dans lesquelles j'ai beaucoup navigué également. Mais encore une fois, nous dépaysons, nous allons au bout du monde. Hein, ce n'est pas Buenos Aires, ce n'est pas Santiago, c'est le bout du monde. Et le bout du monde, c'est pas facile d'y arriver. Donc c'est une ville très spéciale, une ville qui est ce qu'elle est, la ville du bout du monde. Alors vous avez ici le phare du bout du monde. Hein, vous avez sans doute lu ce roman passionnant de Jules Verne, hein, Le phare au bout du monde. Je vous recommande ce livre, c'est un de mes livres phares, hein, c'est le cas de le dire, Le phare du bout du monde. Et il y a M. Bronner, un gars de La Rochelle, qui a décidé dans les années 80 d'en faire une réplique, puisque l'ancien phare du bout du monde avait été abandonné, parce que vous voyez, il était en bois, ça c'est le phare originel de l'île des États, et donc ce phare avait été, s'est perdu, et lui, ce Rochelet, a décidé de le reconstruire. Alors vous avez le phare du bout du monde qui se trouve sur l'île des États, vous en avez une copie à Ushuaia, dont voici la photo, et vous en avez une copie également à La Rochelle. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Alors c'est vrai que bon, c'est différent de nos villes européennes, c'est différent. Et justement, encore une fois, si nous voyageons, c'est pour voir ces différences. Alors d'Ushuaia, nous allons partir à Cap Horn. Alors, en général, je vous ai dit, les navires sont équipés pour le mauvais temps. C'est très rare de rater le Cap Horn. On me le demande à chaque fois, est-ce que nous allons faire le Cap Horn? Moi, je n'ai rien fait, je n'ai fait que tourner autour. Donc oui, je dis, il y a très peu de chances de rater ce passage. Donc nous allons naviguer ici la nuit, avec une escale technique ici, personne ne débarque. Durant la nuit, c'est uniquement pour la douane et l'immigration, puisque nous passons là de l'Argentine, mais là nous revenons dans les eaux chiliennes. Alors toute cette navigation à l'intérieur des fjords, etc., depuis San Antonio, hein, c'est faite
avec la participation de 2 pilotes chiliens. Il y a des pilotes qui viennent à bord, ils connaissent parfaitement la zone, ils connaissent le trafic, etc. Donc ils assistent le bord pour la navigation. Et ici, pareil, c'est un pilote argentin qui vient ici pour faire ce petit passage ici, argentin. Et là, les pilotes chiliens reprennent le dessus et donc vont nous emmener au Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est pareil, hein, nous pourrons vous en faire des tas de conférences. Il y aura des tas de conférences. Voici donc le symbole des Caporniers. Vous pouvez remarquer qu'il se trouve ici, puisque j'ai été admis à la confrérie des Caporniers de Valparaiso. Association créée à Saint-Malo, mais qui s'est autodissoute en 2003 et qui a donné la charge du souvenir des Caporniers donc à la ville de Valparaiso. Donc voici le genre de temps que vous allez pouvoir rencontrer. Hein. Alors nous descendons, nous faisons le tour du Cap Horn. C'est en général, rien n'est contractuel. Hein. Les routes ne sont pas contractuelles, mais en général, c'est ce que nous faisons. Avec en général un petit arrêt ici, hein, qui va nous permettre de voir le monument, le phare du Cap Horn, hein, et puis le monument, ce fameux albatros. Est-ce que la mer est aussi violente, comme on dit, pour les vies à cet endroit? Alors, je vais revenir, voilà. Donc voilà, ça répond à votre question peut-être. Hein. Vous voyez que nous pouvons le passer par mer absolument plate, tellement calme que moi j'y ai débarqué. Hein. Et des fois c'est agité, des fois très agité, mais vous noterez que nous l'avons quand même passé. Alors, évidemment, le Cap Horn a une réputation dont nous vous parlerions à bord. Il a une mauvaise réputation, mais n'oubliez pas quand même qu'il a gagné sa réputation par les naufrages, notamment des voiliers anciens. Parce que même des conditions comme là-bas, à la voile, c'est pas évident. Quand avec un bateau comme le nôtre, hein, un navire comme le nôtre, eh bien, ça passe. Hein. Donc, c'est plus un clin d'œil sur l'histoire hein, que vous aurez. Alors, encore une fois, là, sur les ponts extérieurs, il y aura les conférences avant, il y a les conférences après. Alors, nous quittons donc le Cap Horn pour nous rendre au Malouines. Donc, le Cap Horn sera tôt le matin hein, et nous allons arriver le lendemain matin donc aux îles Malouines. Alors voici ce que vous pouvez voir sur votre route. Hein. Vous avez donc des oiseaux migrateurs, l'albatros, hein, l'albatros hurleur. Vous avez l'albatros royal, là, qui est plus dur à voir. Vous avez l'albatros à sourcils. Donc tout ça, vous allez apprendre, on vous montrera. Hein. Vous avez les pétrels géants, etc. Donc encore une fois, jumelles, appareil photo, hein, et puis conférence. Alors, tous sur les ponts à vos jumelles. Ça, vous voyez, ce sont des photos que moi j'ai prises. Donc si je les ai prises, vous pouvez les prendre. Nous avons le même spectacle, à condition d'être sur les ponts extérieurs, bien évidemment. Alors vous voyez, les baleines, beaucoup de baleines, baleines franches, baleines à bosse, hein, là-bas. Donc nous pouvons voir sur l'eau, nous pouvons voir ce genre de jet comme ça. Donc c'est ça qui vous met la puce à l'oreille en disant « Oh, il y a de la baleine par là ». Les orques, et comme nous sommes en été, donc il y a au mois de novembre, hein, nous serons en début d'été, et le mois de février à mars, nous serons en fin d'été, donc il y a les périodes de migration, etc., dont nous pourrons vous parler également. Alors, très beau spectacle des baleines hein, qui sondent. Alors, Port Stanley, les Malouines. Alors là, c'est mon côté un peu chauvin, malouin. Vous savez que les marins français et les marins anglais, nous avons quelques différends. Hein. Donc là, je vous mets l'île Beauchêne, découverte en 1699 par Gouin de Beauchêne. Celle-là a gardé son nom. Mais celle-ci, qui s'appelait, donc c'était les îles d'Anican, un autre malouin, ont été dénommées hein, par nos amis les Anglais, et maintenant ça s'appelle Sea Lion Islands. Alors nous avions en 1764, notre ami Bougainville installe donc une ville qu'il va nommer Port-Louis, bien évidemment, et bien un an après, en 1765,
les Anglais arrivent ici pour installer Port Egmont. Voilà. Alors après, nous pourrions parler de toute l'histoire des Malouines. Bon, évidemment, lorsque nous parlons des Malouines, nous parlons de la guerre des Malouines en 1982. Je dirais que ce n'est qu'un épisode. Alors évidemment, nous, ça nous a frappé parce que nous étions témoins, mais ce n'est qu'un épisode. Et donc, c'est pareil, nous pourrions vous parler très longuement de toute cette histoire. Alors, excursion hors forfait, 3 heures. Vous allez à Lagenbluff Cove en 4x4. Alors dans ces gros 4x4 là, on vous emmène donc voir donc une grande crique, et puis vous allez approcher des manchots royaux. Alors il y a les manchots royaux, les papous, il y a les ouettes, les goélands, beaucoup de nature encore. Alors les Malouines, je vous rassure, officiellement ont été, c'est en 2021 je crois, 2021 ont été complètement déminées. Donc il n'y a plus de mines aux îles Malouines. Alors là nous allons quitter donc les Malouines pour aller sur Montevideo. Montevideo donc capitale de l'Uruguay. Pareil en mer, regardez ça. Voilà une baleine, regardez là-haut. Et là aussi les distances, donc nous aurons 2 jours de mer ici, et regardez ce que nous pouvons voir, des icebergs. Alors cet iceberg-là, j'en avais rencontré, il y en avait tout un groupe, une colonie, dirons-nous, et la ligne des glaces, je pourrais vous le montrer sur d'autres cartes, la limite des icebergs remonte jusque par là. Ça remonte, ce sont des trucs, vous en avez qui font quelques kilomètres carrés, donc avant que ça fonde. Alors là, ils vont suivre le courant des Falklands, donc qui remonte et qui vont, donc suivant les vents, les courants, ils vont dériver plus ou moins vite. Alors donc, encore une fois, en mer, il y a toujours quelque chose à voir, encore faut-il être au bon moment. Alors, les conditions de mer, nous en avons parlé à mi-mot, et pour répondre à votre question, vous voyez, ça peut être très agité. Alors, nous le voyons pas, vous le voyez pas très très bien peut-être. Un navire comme ça, en route, on est entre 19 et 20 nœuds. Là, les conditions de mer, ce jour-là, étaient tellement mauvaises que nous étions seulement à 13 nœuds. Et nous n'étions même pas dans la bonne direction parce qu'il fallait composer ce que nous appelons venir à la cape. Et vous voyez la vitesse du vent, 74 nœuds. Ça vous fait du 120 km/h. Alors, encore une fois, chacun a son mal de mer, chacun a son... il y a des conditions qui peuvent être dures en mer, mais globalement, je dirais, ça vaut le coup d'y aller. Alors nous allons arriver à Montevideo, donc le Rio de la Plata, ici, donc d'un côté l'Uruguay, de l'autre l'Argentine. Alors, oui. Alors là nous arrivons maintenant dans les températures estivales. Il ne faut pas oublier qu'à côté de Montevideo, vous avez Punta del Este. Punta del Este, c'est le Cannes, c'est la côte d'Azur de l'Uruguay. Et non seulement de l'Uruguay, mais beaucoup de gens qui viennent du Brésil et de l'Argentine sur Punta del Este. Donc là, vous allez retrouver des conditions idéales. Donc vous oubliez les doudounes, les anoraks, les chaussures de randonnée, etc. Donc là, ça y est, c'est l'été. Alors, beaucoup de choses. Alors, l'Uruguay, 3,6 millions habitants. Montevideo, c'est 1,8 million. Alors, je vais vous remontrer la ville tout à l'heure. Donc, l'Uruguay, qui a vécu des heures un petit peu sombres, tout comme le Brésil et l'Argentine et le Chili, avec une dictature de 1973 à 1984. Maintenant... Ils sont revenus dans un système démocratique, parlementaire, etc. Ça semble bien se passer. Alors, il y a une excursion qui vous fera visiter la ville, mais juste à la sortie du bateau, vous avez cette ancre, vous verrez un télémètre qui servait à calculer la distance de tir pour les canons, vous avez plein de trucs comme ça. Pourquoi ? Eh bien, ce sont les restes du Graf Spee qui s'est sabordé en sortant de Montevideo en 1939. Alors, 1939, les Anglais étaient par ici,
la Kriegsmarine également, et donc le Graf Spee donc s'est fait prendre par les Anglais. Il est venu à Montevideo, qui était pays neutre, hein, mais il ne pouvait rester que, je crois, c'est 48 heures ou 72 heures, hein, et pour respecter la neutralité, il était obligé de repartir. Comme il savait que les Anglais l'attendaient dehors, ils sont sortis et le commandant a sabordé son navire. Donc nous revoyons les restes du Graf Spee, et juste à côté du bateau, à la sortie, vous avez le Mercato del Puerto. Et là, c'est quelque chose de très typique, hein. C'est un ancien marché couvert dans lequel sont installés plusieurs restaurants où vous avez beaucoup de, évidemment, la viande, hein, les steaks, les machins, tout, hein, donc viande et légumes. Et tout ça servi avec quoi? Avec du vin uruguayen, bien évidemment. Vin uruguayen, bière uruguayenne. C'est vraiment sympa d'aller là-dedans, il y a une ambiance. Alors c'est pas trop, je veux dire, c'est pas frelaté, oui, je veux dire. Et comme nous allons le voir, eh bien, comme le reste de la ville. Hein, c'est une ville, malgré son nombre d'habitants, 1,8 million quand même, c'est une ville, c'est pas la grande richesse, et c'est une ville qui est très orientée sur les arts. Alors vous avez ici l'opéra, là-bas, donc ça c'est la porte de l'ancienne porte de la ville qui a été restaurée. Donc là, il y a une excursion justement de forfait découverte, hein, une excursion qui dure 7 heures. Donc vous avez la visite de la ville, vous avez un déjeuner dans un chai, hein, chai uruguayen, donc avec les vins uruguayens. Donc ensuite, nous allons naviguer dans le Rio de la Plata avec des pilotes qui vont nous faire ce chemin dans un chenal balisé. Le chenal doit être dragué à 12 ou 14 mètres, mais dès que vous sortez du chenal, vous n'avez plus que 5 ou 6 mètres. Donc c'est vraiment pointu. Et donc avec les pilotes, nous arrivons à Buenos Aires, hein, donc une ville, vous en avez tous entendu parler. Là c'est pareil, il y a une excursion forfait découverte de 7 heures. Hein. Là vous allez visiter les différents quartiers de la ville. Alors vous avez donc la Casa Rosada, bien évidemment, vous avez ici la Boca, hein, vous avez ici le mausolée de San Martín, hein, celui qui est considéré comme le père donc, de l'Argentine, puisque nous sommes à Buenos Aires, nous sommes revenus en Argentine. Alors le déjeuner est servi, alors là c'est pas dans l'excursion, c'est pour tout le monde. Hein. Nous déjeunons dans un restaurant tango, avec spectacle tango. Alors la viande évidemment argentine, hein, le bon steak argentin, le vin argentin et le tango, et puis en avant la musique. Alors le quartier de la Boca avec quelques instants de libre, hein, quelques moments de libre, hein, vous pouvez aller flâner, faire vos petites emplettes. Et ensuite, dans la deuxième journée, visite d'une estancia, donc un ranch, on va dire, gaucho, etc. Et en fin d'après-midi, donc c'est aéroport et retour à la maison, vol vers Paris. Donc voici toutes vos distances que vous aurez parcourues. Alors, durant donc, toute cette croisière, vous aurez bénéficié, hein, là je vous ai mis quelques cartes pour vous montrer la progression des découvertes, de l'histoire notamment de ce passage. Alors donc, voici l'extension de croisière, hein, donc les chutes d'Iguassou. Pareil, sur 3 à 4 jours, hein, vous le verrez dans les brochures, dont 80% de ces chutes se trouvent en Argentine et 20% au Brésil. Donc c'est vraiment la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Pareil, nuit d'hôtel, restaurant et un guide avec vous. Alors maintenant, nous allons voir la Patagonie entre terre et mer. Je vous avais parlé de cette croisière, une partie maritime, une partie terrestre. Alors, départ de Paris, évidemment, direction Buenos Aires et ensuite arrivée sur Ushuaia. Et c'est à Ushuaia que vous allez embarquer sur ce navire. Alors, ce navire, 85 mètres de long, 210 passagers. Alors, vous voyez ici, 3 salons. Alors, vous voyez, le navire, il est petit, mais il a quand même 3 salons avec des vues vraiment panoramiques. Donc là, vous pouvez voir tous les glaciers, les fjords, etc., bien au chaud.
Enfin, bon, avouez, c'est dommage quand même de ne pas sentir l'air frais qui vous brûle les poumons, là. Donc voilà, vous avez restaurant, pareil, avec nourriture de très bonne qualité, avec des chefs. Et voici le genre de cabine. Il n'y a pas de cabine intérieure. Il n'y a que des cabines qui donnent sur l'extérieur. Vous avez envie de flemmarder dans votre lit, eh bien, voyez, vous avez le paysage qui défile devant vous. Alors voici le genre de navire, donc qui est doté de plusieurs zodiacs, comme vous pouvez le voir ici, là il y en a plusieurs. Il est spécialement étudié pour naviguer dans les fjords de Patagonie et aller titiller la glace. Donc ici, lorsqu'il y a un spot intéressant, un endroit intéressant, il va s'arrêter et puis il va mettre ses zodiacs à l'eau et vous voyez, embarquement et visite des glaciers. Vous pouvez approcher les glaciers, vous allez aller voir des colonies d'oiseaux, de lions de mer, d'éléphants de mer, etc. Donc il faut un minimum quand même de, je dirais, conditions physiques. Pas de balcon, non, pas de balcon. Alors évidemment, il faut être équipé parce que là, vous avez du 0, -1, -2. Vous êtes au ras de l'eau, encore une fois il y a du vent ressenti, enfin température ressentie, toujours inférieure à la température de l'extérieur. Alors vous allez tout d'abord partir de Ushuaia le premier jour et vous allez sur le Cap Horn. Et là, vous voyez comme en bas à gauche, là vous descendez à terre et vous grimpez sur le Cap Horn et vous allez au monument. Alors ensuite, visite de différents glaciers et pareil, toujours avec les zodiacs. Alors vous pouvez marcher, comme ici, là vous êtes près du glacier Pilla. Voici ce que vous pouvez faire. Alors là, évidemment, il ne fait pas très chaud, Paris. Mais là, vous êtes vraiment dans le cœur du... Alors ensuite, vous allez voir là, Segno Agostini. Donc pareil, vous allez randonner ou faire du zodiac à proximité immédiate des glaciers. Ensuite, direction Magdalena, l'île de Magdalena. Vous avez Punta Arenas ici. Là, je vous ai mis tout le détroit de Magellan. Donc là, vous rentrez de nouveau dans le détroit de Magellan. Vous allez faire le tour ici de l'île Magdalena et l'île Marta. Deux îles sur lesquelles donc vous aurez ces spectacles-là. Alors, rassurez-vous, vous ne les dérangez pas, parce que bon, là, il y a les perspectives, mais tout cela, comme nous voyons ici, il y a des chemins balisés. Donc voilà, ça c'était le cap sur la Patagonie entre terre et mer, donc cette partie à bord du Ventus Australis. Alors là, vous avez la partie terrestre, donc cap sur Torres del Paine. Donc vous rejoignez depuis Punta Arenas, vous allez à Torres del Paine, vous allez en bus, vous allez là-bas, pareil, nuit à l'hôtel, restaurant, etc. et guide, un guide qui va vous expliquer un petit peu toute cette région. Ensuite, vous reprenez un bus pour faire route vers le glacier, le Perito Moreno. Alors le Perito Moreno, un grand glacier, et ici, vous voyez, vous avez une île ici. Alors voici ce glacier, donc parfois il vient jusqu'à buter contre l'île, donc il bouche, et donc derrière il y a une accumulation d'eau qui se produit, le niveau monte, il monte, et puis lorsque la pression est trop forte, eh bien ça craque. Alors ça ne se fait pas tous les jours, mais le jour où vous êtes là et que vous voyez ça, vous pouvez vous dire « waouh !» Vous voyez, comme ici, là. Donc, embarquement Ushuaia, le tour du Cap Horn, les glaciers. Là, vous débarquez à Punta Arenas, un bus, Torres del Paine, Perito Moreno, et retour à la maison. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement sur la Patagonie. Et puis voilà, en avion, en bus ou en bateau, bon voyage et à bientôt. Alors, vous m'avez parlé de la douane, je crois, madame. Alors, il vous faut le passeport, bien évidemment, mais il n'y a pas de visa spécifique dessus, pas de vaccination spécifique. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous vise votre passeport. Lorsque vous arrivez à bord, vous allez donner votre passeport au personnel administratif. Et après, vous ne vous occupez plus de rien. Quand nous sommes au Chili, nous allons passer en Argentine, nous allons venir au Chili, nous allons aller en Uruguay, vous ne vous en occupez pas de votre passeport. Tout ça, c'est l'administration du bord qui s'en occupe. Allez, qui vient? On y va? Le détroit de Magellan, il est très étroit, je suppose.
Alors le détroit de Magellan, vous avez des parties, surtout dans la partie est. Là, vous avez 2 passages qui sont resserrés, qui sont très très étroits. Ici, c'est très peu profond, une trentaine de mètres de profondeur. Vous avez de la recherche pétrolière ici et de l'exploitation pétrolière d'ailleurs ici, comme autour des Malouines également. Ensuite, ça s'élargit ici. Et puis, au fur et à mesure que vous allez arriver vers le Cap Froward, alors là, ça devient vraiment resserré, mais beaucoup plus profond. Et là, il y a beaucoup de choses. Il y a des spots à baleines dans le détroit de Magellan. Donc, encore une fois, soyez sur les ponts. Ça révolutionne la navigation, puisqu'on a relevé aussi. Oui, tout à fait, oui. Alors, avant, on remonte loin. Avant la découverte du détroit, bien pour aller aux Indes, eh bien, on suivait le chemin de Vasco de Gama de l'autre côté. De l'autre côté. Autrement, les Espagnols étaient arrivés dans les Caraïbes, mais traversaient déjà l'isthme de Panama. Bon, les Espagnols et les Portugais étaient un petit peu sur toute cette côte. Le détroit de Magellan, donc, il a été exploité. Et ensuite, avec la découverte du Cap Horn, le détroit de Magellan est tombé un peu en désuétude, parce que, comme justement la partie resserrée du détroit de Magellan est très très difficile à pratiquer, surtout pour des voiliers, parce qu'ils ne peuvent pas tirer de bord. Il y a des vents très violents, comme ce ne sont pas des bateaux rapides, ils dérivent très rapidement. Donc il y a eu beaucoup de casses là-bas. C'était plus sûr de passer par le Cap Horn, même si c'était dur. Voilà. Et juste pour l'anecdote, il est communément admis qu'il y a eu plus de 10 000 morts à passer le Cap Horn en 200-300 ans. 10 000 morts. Creuser le canal de Panama, le creusement, il y a eu plus de 20 000 morts. Très bien, merci beaucoup. Voilà.